Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Et hey, aujourd'hui, je vais feuilleter un livre que j'ai reçu en cadeau. Je suis super content de l'avoir. Écoute, avant de vous le présenter, de toute façon, vous voyez le titre dans le titre, vous voyez comment il s'appelle le livre. Mais j'aimerais tout d'abord remercier celui qui me l'a offert, JPM. C'est quelqu'un qui suit ma chaîne depuis longtemps. Il me propose des questions que je réponds avec plaisir. Donc oui, c'est quelqu'un qui suit ma chaîne. Il a voulu me faire plaisir, beaucoup. J'aimerais aussi remercier Pierre Courtemanche. Allez, ça c'est sa chaîne, qui a servi de messager parce qu'il habite pas trop loin de JPM, puis en tout cas ils se sont arrangés pour se rencontrer pour que je puisse avoir ce livre parce que Pierre passait dans mon coin récemment et j'ai reçu, je vous le montre, Chroniques oubliées Fantasy, la deuxième édition. C'est pas clairement écrit dessus, mais c'est la deuxième édition de Chroniques oubliées. Donc, c'est la version physique. Je suis très content de l'avoir. D'autant plus qu'au Québec, c'est difficile à avoir ce livre-là. J'avoue que, bon, j'avais le PDF qui est sorti. Le livre est sorti en 2024, hein, puis j'avais déjà le PDF que j'avais consulté et je m'étais déjà prononcé sur le PDF de cette version-là de Chroniques oubliées. Et à la question, est-ce que, moi je joue beaucoup à Chroniques oubliées première édition, est-ce que je fais la conversion à la deuxième édition? J'avais déjà répondu que non. Je suis déjà trop ancré dans la première édition. J'aime beaucoup, comment je pourrais dire, bidouner les règles. Puis, tu sais, j'aime beaucoup. Il y a un côté inégal, mais en même temps, pâte à modeler de la première que j'aime quand même. Je pense que mes joueurs courants sont habitués avec leur personnage, la façon de fonctionner. Puis en même temps, il y a quelque chose d'un peu pédagogique quand je présente ce jeu-là, surtout à des jeunes, c'est leur montrer que tu peux t'approprier un jeu en pigeant des règles un peu partout, en modifiant des règles, autrement dit, en modelant le jeu pour le faire tien. Malgré toutes ces imperfections, tout ça, la première édition, et ben, aussi tous les côtés un peu fous, j'y ai rajouté, là. Mais en fait, la première édition me sied très bien. Malgré tout, je considère que la deuxième édition est vraiment une excellente édition du jeu. Puis je pige dans cette édition-là bien décidé depuis que j'en ai pris connaissance en PDF. Maintenant que je l'ai en physique, j'ai pris le temps de le regarder un peu plus. Je l'ai pas lu complètement, j'ai lu en diagonale, puis on dirait que j'ai redécouvert des affaires. Ouais, mais je pense que je voulais dire autre chose. Mais c'est ça, en fait, le jeu, je le connais depuis 2024. Difficile à trouver au Québec, c'est ça. C'est un peu de ça que je voulais parler parce que en France, je pense que c'est plus facile de le trouver. Là, mais au Québec, j'avoue que je pense que j'avais regardé sur le site du Valet de Cœur, là, peut-être un mois ou deux. J'ai vu, ah, il est là. J'avais failli, comme, j'ai quasiment passé proche de commander. Je me suis dit, ah, peut-être pas tout de suite. Tu sais, je n'ai pas tant de besoin. Mais là, c'est ça, le JPM me l'a offert. T'sais, écoute, j'ai insisté pour lui donner de l'argent, tout ça, il veut rien savoir. Bon, correct, je vais le garder, le livre, mais je vais le garder avec beaucoup de plaisir. Donc, ensemble, on va feuilleter, je vais commenter ce qu'il y a dedans, parler un peu du jeu, des règles, puis ça va être un peu panier à salade mélangé, là. Premièrement, le livre, écoute, j'ai couverture rigide, là, puis en fait, là, le jeu est vraiment très beau. Il est vraiment mieux présenté que la première édition. Quand j'avais vu les illustrations au début, j'étais pas sûr, mais on dirait que je m'y suis fait. T'sais. Faut garder en tête que Chroniques oubliées est un jeu très high fantasy. Ça tombe un peu dans les mêmes notes que Donjon 5 ou 2024. Okay? Les illustrations sont belles, ça c'est comme l'intérieur de la deuxième de couverture, troisième de couverture. C'est la carte Les Terres d'Osgilde. C'est le monde qu'il suggère pour jouer à Chroniques oubliées. Super belle map. Mais évidemment, c'est générique quand même. Chroniques oubliées, moi je prends RPGS parce que je suis là-dedans. Donc une fois de temps en temps, je vais vous montrer des illustrations. Donc le livre commence. Bon, il n'y a pas d'index. Je confirme que la version physique n'a pas plus d'index que le PDF. J'avais fait une montée de lait l'autre fois. Mais malgré tout, il y a quand même une table des matières, un sommaire, quand même bien organisé. Ça, c'est une des affaires qui est vraiment un gros plus par rapport à la première édition, c'est l'organisation du livre. L'auteur, qui est le même que la première édition, Laurent Bernasconi, a fait un bon travail. Disons qu'il a bien préparé son affaire pour cette édition-là.
c'est sûr, je comprends. La première édition est un peu un fouillis. Je vais vous avouer, le sûr, je suis habitué parce que ça fait longtemps que je l'utilise, mais c'est un peu un fouillis. Mais je comprends pourquoi c'est un fouillis d'une certaine façon. Tu sais, la première édition, c'est né dans les Casus Belli. C'était fait pour introduire au jeu de rôle, pour un peu pallier un manque qu'il y avait par rapport à Donjons et Dragons de l'époque qui offrait pas tant des boîtes d'initiation. Il y avait comme un creux. Les autres, ils ont voulu combler ce vide-là en créant un jeu qui s'est avéré être un jeu pas mal plus complet et complexe qui se voulait au départ, mais quand même qui offre plein de possibilités. Puis en fait, au fil des magazines Casus Belli, il est sorti des articles qui rajoutaient des règles au jeu. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont fait, tu sais, la première version, c'est comme un genre de ramassis des règles, ils ont essayé d'organiser, puis c'est un peu fouillis, tandis que là, ils ont eu le temps de préparer. C'est vraiment bien organisé. Petit avant-propos, justement, de l'auteur Laurent Bernasconi. Et l'introduction, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime lire, tu sais, qui explique un peu, qui te prennent par la main. OK? Il y a un côté t'introduire au jeu de rôle qui est très bien fait. C'est très facile de prendre ça en main, ce jeu-là, en tant que tel, si on se donne moindrement la peine. Création de personnages. Là, voilà ici, une belle feuille de personnages avec des petits points pour nous diriger, nous aider un peu. Il y a un résumé ici qui dit un peu comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils suggèrent pour la création. Bon, tu détermines un peu ton rôle. C'est un peu comme mettre sur papier qu'est-ce que tu aimerais comme personnage. Ça va peut-être t'aider à faire des choix après. Bon, tu as des profils qui sont tes classes, les peuples, caractéristiques, voies, capacités. Bon, tu as toute une petite liste ici de choses à regarder quand tu crées le personnage. Si évidemment tu prends toutes ces règles-là, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup des profils des classes, c'est qu'ils ont fait de quoi qu'ils n'ont pas fait dans la première édition, ou du moins ils en parlent, mais la façon que le livre est monté, ils ne pouvaient pas vraiment revenir en arrière. C'est qu'en fait, ils ont mis les profils par famille. Puis je sais que dans la première édition, je me souviens pas exactement pourquoi, mais les familles, ça a une incidence sur certaines affaires, puis je trouvais ça pas toujours pratique de trouver qui était dans la famille de qui. Dans le fond, tu as, exemple ici, les familles des aventuriers, comprenant les arquebusiers, les bardes, les rôdeurs, les voleurs, famille des combattants, barbares, chevaliers, guerriers, la famille des mages, ensorceleurs, forchesseurs, magiciens, sorciers, et mystiques, druides, moines et prêtres. Gros total de 8 plus 6, 14 profils, 14 classes. C'est ça. Puis, dans le fond, quelque chose qu'il y a ici dans la deuxième, qu'il n'y a pas dans la première, premièrement, les points de vie, c'est plus des dés que tu roules. C'est un chiffre fixe au début. Premier niveau, tu en as plus, mais après ça, c'est comme par exemple les aventuriers, 4 points de vie par niveau. Bon, plus constitution, ce genre d'affaires-là. Puis ça a un point de chance supplémentaire en partant, ce qui est une grosse incidence. Les points de chance, c'est un gros facteur là-dedans. Combattant, lui, ce qui a plus de points de vie. Le mage, il a moins de points de vie, mais il a une capacité de plus. Puis le mystique, 4 points de vie, mais il y a un dé de récupération supplémentaire. C'est un peu le dé de récupération, c'est ça qui te permet de te guérir. Et là, tu as les peuples. Sans passant, c'est les mêmes profils que dans le livre première édition. Les mêmes peuples d'ailleurs. Peuples, les races, demi-elfes, demi-orques, elfes, hauts, elfes, sylvains, gnomes, halflins, humains, nains. Qui ont toutes leurs petites affaires, le fun. Les caractéristiques, il y a 7 caractéristiques de base au lieu d'en avoir 6. Agilité, constitution, force, perception, charisme, intelligence, volonté. On peut séparer la sagesse en 2 affaires. Et là-dedans, c'est juste des bonus. Ici, on te propose comme des séries de chiffres à distribuer entre tes 7 caractéristiques. Oui, on a comme laissé tomber entièrement le fameux 3 à 18, ce que je faisais déjà en première édition. Tu sais, le Donjons et Dragons, tu as entre 3 et 18, j'ai 18 de force, mais ça sert à rien, ces chiffres-là. Tu sais, ce que tu veux, c'est le bonus au bout, surtout depuis la 3e édition. Fait que voilà, fait que bon, OK. Là, ici, je vais essayer de sauter quelques pages, mais OK, ouais, c'est ça, il y a comme un peu l'historique, secret intime, si tu veux, comme les idéaux, les travers. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent pimenter ton personnage, qui peuvent peut-être t'aider à l'interpréter. Moi, je l'utilise pas personnellement, mais je trouve ça bien d'avoir mis quelque chose là. Ça peut donner des idées, ça peut aider les joueurs à trouver un but personnel. Pour du long terme, en tout cas, c'est très, très bien. Progression et niveau. C'est ça, tu as tout un chapitre là-dessus. Ça, c'est une affaire qui est nouvelle. C'est qu'en fait, les rangs, les voies,
veut dire, ça va jusqu'à 5, les voix de base dans tes profils et ta voix de peuple. Première édition aussi, ça allait jusqu'à 5. Mais là, c'est rendu que 6, 7, 8. Ça, c'est pour les voix prestige. Tu sais, quand tu atteins un certain niveau, tu peux aller vers des voix prestige qui te donnent des capacités un peu plus funky. Puis, je pense que pour mieux illustrer la puissance d'une voix prestige, ben ils vont comme, au lieu que, tu sais, la première voix de ta série, elle va partir à 4. C'est ça. Puis aussi, tu sais, le niveau requis, ça, c'est le niveau que ça te prend pour avoir cette capacité-là. Comme ici, capacité niveau 5, il faut que tu ailles 7e niveau. Ce qu'il n'y avait pas avant, la première édition, on veut dire, au 5e niveau, tu étais capable d'avoir un rang de niveau 5. Ça veut dire une capacité de niveau 5, OK? Tu plaçais bien tes affaires. C'est ça. Les autres, ils l'ont comme un peu ralenti, probablement une question d'équité un peu. C'est ça. Puis, ah oui, il y a les voies prestige, bon, les points de mana, bon, genre y revenir, là, c'est les points pour faire la magie. Le dévolutif, c'est que tu as des capacités qui vont, bon, qui partent toutes à D4. Mettons que tu lances un sort, il fait tant de D4 de dommages. Mettons que tu es un voleur, attaque sur noir, ça fait tant de D4 de dommages. Quelque chose que les niveaux de personnages ont une influence, c'est qu'à un moment donné, ton dé va évoluer vers des meilleurs, des plus gros jusqu'au D12. Ce que je trouve très, très bien. Ça fait en sorte que, tu sais, gagner des niveaux a une certaine valeur ajoutée à ce que tu possèdes déjà. Voilà. Bon, les peuples, on a un beau chapitre sur les peuples. C'est tout bien illustré, c'est tout beau. La famille, là, c'est ça. Là, c'est là qu'on tombe, c'est ça, je disais, les familles. La famille des aventuriers. Fait que tu as un peu les règles générales des familles des aventuriers et plus précisément, chacun des profils avec leur voix, leur capacité, toutes bien décrites. Moi, je les ai pas toutes lues individuellement. Je m'attends à ce qu'il y ait un gros ménage de fait au niveau de... Peut-être, je dirais équilibre, peut-être. Soit en passant, c'est ça, les chapitres sont comme bien illustrés ici. Ce qui fait que tu es sur la tranche, tu peux comme peut-être un peu te guider. Ça, c'est bien, c'est une petite attention, pas mal bien. Je vais sauter les familles de profils de base, les voix prestige, qu'il y en a vraiment beaucoup. Et probablement plus dans les suppléments. C'est ça. Les voix prestige, comme je disais, qui, dans le fond, pour illustrer qu'ils sont plus fortes, les niveaux partent plus haut aussi. OK? Puis déjà, c'est ça, tu sais, quelque chose de niveau 5, je disais que, tu sais, déjà 7e niveau, tu pourrais avoir cette voie prestige-là et, tu sais, atteindre ce rang-là de capacité. Puis, ils ont tous des prérequis. C'est ça, pour te permettre de dire, OK, je peux avoir accès à cette voie prestige-là. Qui rajoute d'un quoi d'un peu funky, parce que tu peux vivre une vie d'aventurier sans voie prestige, OK? C'est pas obligatoire. Peu de mes personnages présentement au niveau 1, veut dire dans la première édition, le font. Profil hybride, okay, des règles pour un peu justement faire un peu le principe du multiclassé, qui est présenté de façon beaucoup plus libre qu'avant. L'équipement, les armes, regardez ça, ça c'est le fun. Il n'y avait pas ça en première édition de bien illustrer à quoi ça ressemble. Moi, vous avouer, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, j'ai eu besoin de ce genre de petites images-là pour juste être sûr de qu'est-ce que c'est. Ça te permet de mieux comprendre comment ça marche. Les règles. Ce qui est bien les règles de Chroniques oubliées, c'est qu'en fait, incluant le combat et ses subtilités optionnelles, les règles en tant que telles, c'est ça dans le livre. Pour ceux que ça leur fait peur, un gros livre de même. Là. Ça, c'est des règles. T'as surtout besoin de regarder ça. Pas plus que ça, en fait. C'est ça qui arrive. C'est parce que souvent, la plupart des fois où peut-être il y a un peu de crunch qui rentre dans le jeu, c'est quand les joueurs utilisent une capacité. Puis si la feuille est bien faite, c'est écrit sur la feuille ce que ça fait. Fait que si tu demandes aux joueurs, OK, tu veux faire telle affaire, qu'est-ce que ça fait? Tu mets un peu entre les mains des joueurs la responsabilité de gérer ce qu'ils doivent faire. Système des vins classique, les difficultés comme d'habitude. Les bonus de compétences. C'est ce qu'il faut comprendre de Chroniques oubliées et ce qu'ils ont conservé dans la 2e édition. C'est le fait qu'il n'y a pas de liste de compétences, en fait. C'est ça qui arrive. En fait, c'est des tests de caractéristiques de base. La seule façon de dire que tu as une certaine compétence, c'est que tu fais à première édition un peu réclamer un bonus parce que tu dis oui, mais parce que j'ai développé telle voie et telle capacité, peut-être que je pourrais avoir un bonus pour faire telle affaire.
ce qui amenait une discussion très intéressante entre le meneur de jeu et les joueurs. Ce que j'aimais bien, c'était le côté plus humain de la chose, ce qui fait que, OK, ouais, je te donne un plus 2, c'est vrai, puis voilà, c'est un peu comme de réclamer un bonus, tout ça. Ici, il est plus clair, c'est ça, il y a comme un petit tableau ici. C'est plus clair, ils disent, si tu as des bonus peuvent être issus de certaines voies de profil, certaines voies de prestige, certaines voies de club, une certaine combinaison. Puis je pense que si tu joues bien tes cartes, pour certains trucs que tu essaies de faire, tu peux dire c'est comme si j'avais une compétence, puis ça peut aller jusqu'à des plus 15 pour un système des 20, c'est énorme. Le point de chance, c'est encore là, plusieurs utilisations, mais l'utilisation la plus commune, qui est la même, c'est plus 10. Tu roules le dé, tu rajoutes plus 10. C'est très fort, oui, ça te donne l'impression que tu es un héros. Je trouve que c'est très bien le point de chance, comment qu'il est fait là-dedans. Ça donne une vraie chance aux joueurs. C'est le nom. Et c'est une règle de base qui était optionnelle dans la première édition. Il y a aussi un truc que j'aime plutôt, le test de chance. En fait, c'est pour déterminer un peu au hasard qui va, mettons, une embuscade, puis un des personnages va se faire attaquer, ou un des personnages risque d'être chanceux pour trouver quelque chose. Puis ça va au-delà de faire des tests de compétences. C'est tous les joueurs roulent un D6, puis le D6 est explosif. Si tu roules le D6, ça augmente. Puis il peut y avoir aussi des bonus ou des malus selon les circonstances. Puis dans le fond, si c'est quelque chose de négatif, le plus bas subit l'effet négatif. Si c'est le contraire, c'est le plus haut. Il y a une petite procédure que j'aime bien ici. Ah oui, un petit encadré que j'aime bien. Hein? Le MJ, c'est le patron. Hein? Pour rappeler un peu, mettre tes pendules à l'heure. Le combat! Ça marche par round. C'est sûr que moi, j'ai ma propre façon d'utiliser le combat. On a un peu le même genre d'action que dans la première édition. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est mettons, les options tactiques qu'ils appellent, qui vont donner des bonus et des malus selon qu'est-ce que tu as fait, mais de façon très claire. Aveuglé, ça enlève de la défense. C'est ça. Puis dans le fond, selon les circonstances, gêner, repousser, bloquer, tout ça. Il y a aussi étourdir. Et ça, c'est rare dans les jeux des 20. Bon, il y en a qui vont me dire, dans Pathfinder 2, il y avait la règle. Peut-être. Ben, toi, ici, il y a de quoi de très bien fait. Ça, c'est sûr, je vais prendre ça. Parce qu'il y a souvent juste, hey, je veux juste donner un coup sur la tête qui s'évanouisse. Tu ne veux pas nécessairement tuer ta cible. Puis, tu as une règle ici. Bon, si la cible est comme d'un niveau de créature égal ou supérieur à ton niveau, tu vas juste l'étourdir pendant un round. Mais si c'est en bas, veut dire qu'elle peut être assommée pendant quasiment 6 minutes. Fait que, dans le fond, ça te permet de faire peut-être tes trucs ou te donner un certain avantage. Voilà. Fait que ça, c'est super bien. Il y a aussi les attaques groupées qui permettent de faciliter et mettre le combat plus rapide. T'sais, 2 créatures contre une cible, ben c'est plus 5. Un seul jet de dés, un seul test de dommages si c'est réussi. C'est ça, il y a juste une fois les dommages, mais c'est juste que là, l'effet du nombre aide beaucoup. Puis ce que j'aime, c'est 4 créatures et plus, ça pogne automatique. T'es entouré de 4 gobelins, tu reçois les dommages directs, même pas besoin de rouler le dé. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être des petites conditions, mais c'est ça que je comprends. Ce que j'aime bien, ça permet de donner un peu de valeur à la puissance du nombre. Et ici, le dé de récupération, c'est ça, c'est un peu le short rest, OK? La règle de base dans la première édition, c'était, écoute, tu passes une nuit de sommeil, tu regagnes ton dé de vie, plus ci, plus ça. Ici, c'est juste récupération rapide qui fait en sorte que le short rest qui permet de regagner des points de vie. Mais il n'y a pas de long rest là-dedans. C'est pas une affaire de Momoun, qui rend des oubliés Simonac. Là. Je veux dire, prends du grand jouer à ça. Là. Bon, ce qui fait que la nuit, qu'est-ce que tu récupères, en fait? Quand tu dors bien, tu gagnes un dé de récupération sur le nombre total que tu possèdes. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu te reposes pour regagner peut-être la chance de t'auto-guérir. Mais tu sais, tu peux, mettons, genre, tu fais une bonne nuit de sommeil, tu regagnes ton dé de récupération et l'utiliser, puis rouler le dé, mais c'est pas un long rest, tu regagnes pas tous tes points de vie. Là. Ça, c'est une espèce de lubie de facilité-là, Simonac. J'aime ça. Bon, tout de règle, attendez. Bon, magie et sort là-dedans. D'emblée, on utilise les points de mana, qui était une option dans la première édition. Première édition, vanille, c'est que tu lançais des sorts un peu à will, puis ça coûtait rien. Moi, j'utilise maintenant les points de mana, selon ce que la première édition dit. Ici, d'emblée, tous les sorts, tu prends des points de mana. Ce qui arrive, c'est que je pense les capacités magiques de rang 1-2 dans la première édition,
Niveau 1, 2. Ne te coûtait pas de points de mana, c'était à partir de la troisième. Ici, d'emblée, tous les sorts prennent des points de mana. Je pense que c'est beaucoup plus clair. OK? C'est ça. Puis là, il y a différentes options pour comme peut-être dépenser des points de mana ou en sauver selon la façon que tu veux lancer ton sort. Section d'honneur de jeu classique, saut en longueur, chute, qu'est-ce qui pogne quand tu pognes en feu, toutes les petites règles pour ça. Les objets magiques, un très gros chapitre sur les objets magiques et les monstres. Je vais vous montrer un monstre classique. Ici, on a la chimère, très jolie chimère, avec un stat block. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment écrit, de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment écrit ce qu'elle fait dans le stat block. C'est niaiseux à dire, mais c'est parce que dans la première édition, des fois, il faisait appel à des voix de créatures. Fait que voix de niveau 3. OK, voix du pourfendeur niveau 3. OK, il fallait que tu recules au chapitre des voix de créatures, dire ah ouais, elle fait ça. Tu sais, c'est ça, c'est comme s'il te référait ailleurs. Ça, c'était peut-être un petit irritant de la première édition. Bon, on s'entend, j'ai appris à dealer avec. Mais là, au moins, tout est écrit. Tu as tout ce que tu as besoin de savoir, comme ça devrait être, en fait. Devenir MJ, scénario 1, scénario 2, bon, petite annexe à la fin, des pré-tirés, c'est ça, les listes de sorts, les index pour les sorts, parce qu'il y a beaucoup de magie là-dedans, bref. Un livre complet. OK. Ouais, j'ai pas été bien généreux sur montrer des illustrations, c'est comme elle, c'est super cool. Il est super beau le livre, vraiment, vraiment. Merci encore, GPM, je le dis là, mais c'est ça. Ma conclusion là-dessus, je suis super content de l'avoir. Comme je dis, il y a plein d'idées que je vais aller piger là-dedans. Un jour, peut-être, je vais faire la conversion. J'avoue que si je serais arrivé... de la façon que le livre est fait, là, puis par rapport au pourquoi j'utilise Chroniques oubliées, si, mettons, je serais arrivé là, cette année, à dire « OK, je pense que Chroniques oubliées serait une bonne idée », j'aurais probablement embarqué là-dedans à pieds joints, puis j'aurais utilisé lui, parce qu'il est bien organisé, puis ça offre exactement ce que je recherche, moi, de ce genre de jeu de rôle. Là. Je reste en première édition, comme je dis, par habitude, par le fait que, bon, tu sais, le projet est beaucoup trop avancé dans mon cas pour, comme dire, je m'en vais de là. Puis j'ai bien du plaisir à première édition, j'ai bien du fun. Mais ce jeu-là, je vous jure, c'est une sérieuse alternative à Donjons et Dragons. En y ressemblant suffisamment, mais en donnant pas mal de flexibilité et d'options, beaucoup plus qu'on pense. C'est ça qui arrive. Chroniques oubliées, ce que je remarque, bon, surtout au Québec, parce qu'il est difficile à trouver en physique, en PDF, il est gratuit sur le 100%, de façon légale. Tu vas sur le site de Black Book, tu peux avoir le PDF de ça gratuit, intégral avec les illustrations puis tout. C'est ça. Mais tu sais, le monde, des fois, ils le voient passer, puis ah ouais, ok, il y a aussi Chroniques oubliées, mais tu sais, ils vont sûrement aller vers les jeux dont ils ont entendu parler plus. Donjon, c'est comme, oui, tu sais, d'emblée, Donjon est très populaire. Pathfinder, parce qu'ils ont réussi à s'établir comme un jeu important. Tu sais, t'as des jeux comme Shadow Dark, Dagger Heart, tu sais, ce genre de jeux-là dont on entend parler parce que le marketing est super, tout ça. Les oubliés sont pas très très forcés, surtout pas au Québec. C'est comme si on le regardait un peu de haut en disant « Ah, ben c'est un petit jeu de débutant. » Non, crime que non. Oh que non. Ce jeu-là a de la profondeur et de la subtilité pour faire de la haute fantasy. Si t'es là plus dans les jeux OSR, Big Gritty, tout ça, tu vas être malheureux ici, parce que les personnages sont pas mal forts. Presque des super-héros, je dirais un peu moins que Donjon 5, mais quand même, sont quand même accès à pas mal d'affaires. C'est de la haute fantasy, vraiment de la haute fantasy, facile à prendre en main, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de couches, de subtilité dans la façon dont c'est présenté. C'est un jeu qui est quand même crunchy. C'est un jeu qui permet de jouer puis d'inventer des options qui peuvent t'inspirer pour créer tes propres règles. Beaucoup de choses apparaissent aussi dans des suppléments par rapport aux terres d'Osgilde, des peuples de plus, probablement des voies prestigieuses de plus. Mais ce livre-là, il est complet. C'est ça qui arrive. Tout ce que tu as besoin est là-dedans. Ce jeu-là est à prendre au sérieux pour de vrai. Tu peux faire de l'aventure sérieuse. Tu peux vraiment t'amuser des années de temps avec ce système-là. C'est ça qui arrive. Je vous invite à ne pas prendre ce jeu-là à la légère. C'est un sérieux jeu drôle, système des vins,
qui se démarque de l'OGL un peu parce qu'ils ont voulu débarquer comme ben du monde ont fait à cause des niaiseries de Wizards of the Coast, mais qui ressemble suffisamment pour pas trop être dépaysé. Et c'est un jeu qui offre beaucoup d'options. C'est ça, moi en tout cas pour l'avoir essayé, il n'y a rien qui empêche rien dans ce jeu-là présentement. Donc c'est ça, faut s'arrêter puis s'intéresser un peu à ce jeu-là, je vous dis, parce qu'il est vraiment bon. Je sais que je passe un peu des fois pour le fou sur la montagne, encore une fois, qui a de l'air qui parle il est tout seul à parler d'un jeu. Chroniques oubliées! Je suis comme en bédaine, puis je saute partout, puis à vous parler d'un jeu dont vous n'avez jamais entendu parler, puis que vous vous sacrez d'eux. Mais non, je le fais, parce que j'y crois. Vous voulez faire de la haute fantaisie, vous voulez pas donjon, mais vous voulez de quoi quand même qui est familier. Sérieusement, ce jeu-là, il est bon. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.